Quand tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande je veux améliorer ma mobilité, ma souplesse, tu as des conseils types que tu lui donnes directement. Alors en fait, la première chose, c'est d'avoir entre guillemets une approche globale. C'est-à-dire que, indépendamment d'entraîner directement la mobilité, votre flexibilité, il faut avoir un mode de vie qui permet de devenir mobile. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 24 du Power Show. Aujourd'hui, c'est moi qui vais prendre la parole au début parce que je vais donner la parole à Robin. La dernière fois, c'était plus sur ma spécialité qui est l'haltérophilie et là, ça va être sur la mobilité comme on vous l'avait annoncé. Donc aujourd'hui, je pose des questions et Robin va essayer d'y répondre. Je vais essayer, ouais. Prêt, Robin? Ouais, je suis prêt. Moi, je pense qu'on va commencer le plus doucement possible. Est-ce que quand tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te demande je veux améliorer ma mobilité, ma souplesse, tu as des conseils types que tu lui donnes directement? Alors en fait, la première chose, c'est d'avoir entre guillemets une approche globale. C'est-à-dire que, indépendamment d'entraîner directement la mobilité, votre flexibilité, il faut avoir un mode de vie qui permet de devenir mobile. Ce que j'entends par là, c'est que vous devez vous déplacer dans la vie de tous les jours et essayer de voir où est-ce que vous pouvez faire des mouvements fonctionnels. Par exemple, si vous ramassez quelque chose par terre, pourquoi pas faire un squat complet, ou se pencher, quand vous penchez pour ramasser un objet, c'est d'avoir les jambes tendues, etc. En fait, ça passe par des petites choses comme ça. C'est pas juste avec 20 minutes d'entraînement qu'on devient mobile, c'est en ayant un mode de vie qui est adapté à ça. Je sais que les gens, ils ont, dans l'esprit des gens, les Asiatiques, ils sont genre super souples de nature, c'est la génétique. On va parler en plus. Je pense qu'il y a un aspect forcément génétique, c'est sûr, mais il y a surtout un mode de vie qui va avec. Moi, je suis à moitié marocain, j'ai jamais entendu que les Marocains étaient hyper souples. Pourtant, quand je vais au Maroc, les gens, ils attendent le bus en squat complet, etc. Donc, pareil, les gens, ils ont un mode de vie un peu plus agricole. Donc, comme ils sont au champ, ils se baissent pour ramasser les objets, pour planter, etc. Ce qui fait qu'en fait, les gens, ils sont déjà plus forts et en plus de ça, ils sont plus mobiles, donc ils ont des amplitudes complètes. Alors que nous, dans nos pays occidentaux, on a des mouvements hyper restreints. On est dans des costards toute la journée, on est assis sur une chaise toute la journée. Donc ça aide pas du tout. Donc moi, la première chose, c'est voilà, comment est-ce que vous pouvez optimiser votre environnement de travail. Donc j'ai parlé des fringues, donc voilà. Donc nous, on a de la chance, on est en survêtement toute la journée, on a mis de sport. Je sais qu'il y en a qui sont sous la contrainte, qui doivent être en costard cravate. Pas de chance. Par contre, si vous avez un boulot qui le permet, essayez d'avoir des habits souples, amples, qui permettent de bouger. Vous imaginez, en fait, vous voulez devenir mobile, mais toute la journée, vous êtes dans une espèce d'étau qui vous empêche de bouger, et c'est pas 20 minutes de mobilité qui vont changer grand-chose. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est adapter votre environnement de travail. Pareil, il y en a qui ont la chance de pouvoir être debout régulièrement en travail, d'avoir un métier un peu plus manuel, ou de bouger, d'alterner entre les positions assises et debout. Si c'est pas le cas, encore une fois, essayez de voir si vous pouvez pas optimiser. Il n'y a pas que les chaises pour travailler, vous pouvez faire ça devient à la mode, hein, de toute façon. En plus, tout ce qui est standing desk, donc travailler debout, travailler à genoux, mais acheter un tapis. Moi, la boîte où je travaillais avant, c'était une boîte dans le sport. Ils avaient mis à disposition des Swiss balls. Ah bah j'allais dire, moi quand je bossais à Decathlon, j'avais un foam roller. Et quand certains prenaient leur pause clope, moi je faisais ma pause foam roller. Être assis toute la journée sur mon ordi en position de flexion sur le dos, j'essayais d'ouvrir. Et c'était Decathlon, donc c'est pas trop mal vu, mais mon petit frère qui bosse dans la banque, il va se cacher aux toilettes toutes les heures et faire un peu d'étirement pour justement essayer de contrôler. En plus, lui, dans la banque, j'imagine qu'il doit être bien habillé, il doit être en costard, voilà. Donc si vous avez l'opportunité d'optimiser ces choses-là, c'est la première chose à faire et ça va vraiment impacter votre vie dans l'ensemble, parce que le but de gagner en mobilité, c'est pas que pour le sport, c'est aussi pour votre bien-être personnel et pour rester fonctionnel et bien vieillir. Donc ça, c'est la première chose. Je résume, organiser son environnement de travail et ses habitudes au quotidien pour bouger dans les amplitudes complètes. La deuxième, c'est faut trouver un leitmotiv, ce qui vous motive à travailler votre mobilité. Vous ne pouvez pas travailler quelque chose sérieusement si vous n'avez pas un but derrière. Je vais prendre un exemple, Jean-Claude Van Damme, il est hyper connu pour son split. Je l'ai mis dans ma vidéo, la dernière vidéo sur la flexibilité. Ces mecs-là, certes, ils ont travaillé pour l'avoir, mais je pense que ce qui les a aidés à atteindre ce niveau-là, c'est parce qu'ils avaient un objectif précis. Et cet objectif, c'est pas forcément de performer. Je pense que justement, dans le cas de Van Damme, c'est plus, ok, il faut que je sois capable de faire ce mouvement parce que ça va devenir iconique, on va me remarquer partout, je vais avoir des rôles dans des films et donc je vais pouvoir gagner ma vie comme ça. Moi, personnellement, je suis en train de travailler le split. Ma motivation, certes, c'est parce que j'ai envie de performer, mais c'est aussi, je me dis, bon, ça va me donner une certaine
légitimité dans mon milieu. Et du coup, je vais pouvoir faire par exemple des posts là-dessus. Ça peut faire des vidéos virales, plus de trafic sur mon compte, plus de coaching, plus d'argent. Oui, vu que tu as un objectif, c'est plus facile de donc essayez de déterminer qu'est-ce qui vous pousse à vous étirer, parce que généralement c'est réussir à faire un squat snatch. Voilà. Ouais, par exemple, ça en fait c'est avoir un objectif précis, pas juste se dire bon mais en fait je vois que je m'entraîne, je suis pas souple, je sais qu'il faut que je le travaille. Avoir une deadline peut-être ou avoir un objectif précis. Donc ça marche pour tout en vrai. C'est pas. Et la troisième chose, c'est ce que Juji Moufou dans son bouquin. Juji Moufou, c'est pareil, c'est un mec que j'ai mis dans ma dernière vidéo qui fait un split avec tout bas. J'ai déjà fait. Qui fait un middle split entre deux chaises et qui s'écarte. Et lui, en gros, il a une théorie, il appelle ça brute force 1000 répétitions. Donc force brute 1000 répétitions. En gros, ça veut dire que plutôt que tourner autour du pot, on en a parlé la dernière fois, tourner autour du pot, d'éviter le travail. Faites 1000 répétitions de ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose, vous devez travailler régulièrement. C'est pas un truc que vous pouvez faire de temps en temps. La mobilité, si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous voulez travailler, ça peut pas être 20 minutes tous les jours, comme ça, tranquillement, avec un foam roller, à se masser, etc. C'est pas possible. Il faut que ce soit un entraînement à part entière. Donc ça, pour moi, c'est les 3 choses. Je vais les résumer. Mode de vie, adapter son mode de vie. Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Donc trouver une raison, un but pour vous motiver à le faire. Puis la travailler tout simplement. Ok. J'ai une petite question qui me vient, vu que tu as parlé plusieurs fois de souplesse et de mobilité, des 2 termes différents. Est-ce que tu peux les différencier, expliquer qu'est-ce qu'est la mobilité, qu'est-ce qu'est la souplesse, comment différencier étirement, assouplissement? Ouais, alors il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, je pense, dans la tête des gens entre mobilité, souplesse, etc. Il parle beaucoup de mobilité. Voilà, il parle beaucoup de mobilité. Et je pense qu'il n'y a pas besoin personnellement de créer autant de confusion. Pour moi, il faut considérer tout autour de la même chose. Donc je vais employer le terme flexibilité aujourd'hui pour parler de la mobilité et de la souplesse. Alors la mobilité, c'est la capacité à entrer dans une position et à en sortir. Tout simplement. Avec une amplitude. Par exemple, faire un overhead squat, c'est être capable d'aller tout en haut et en bas de votre squat avec les épaules complètement emboîtées vers l'arrière, actives, etc. Et puis d'avoir une ouverture de hanche suffisante pour aller en bas. Est-ce qu'il y a une notion de force du coup dedans? Ouais, ça veut dire qu'il faut être fort sur toutes les amplitudes. Je dirais même qu'il y a une notion de contrôle, c'est encore plus intéressant. En fait, le contrôle, c'est de la force et de la coordination. Ouais, stabilité. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est une notion de contrôle, exactement, on va revenir après. Et après, la souplesse, on va dire, ce qui est considéré comme souplesse, c'est le fait de maintenir une position. Donc, par exemple, maintenir un écart, rester en bas d'un squat. Donc, c'est un mouvement statique, en tout cas en apparence. Ok. Voilà, donc ça c'est la première chose, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de vraiment les différencier. On a besoin de savoir entrer et sortir d'une position et de la maintenir. Oui, dans tous les cas, il faut tout bosser. Et tu différencies étirement d'assouplissement du coup? Alors en gros, pareil, ça c'est, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Même moi, je me suis souvent trompé, je pensais dans ma tête avant que étirement, en gros, c'était quand c'était pour remettre les tissus musculaires en place, et qu'assouplissement, c'est quand on cherchait à gagner en amplitude. C'est entre guillemets, c'est ça, mais c'est surtout qu'en gros, ça s'attaque pas au même type de tissu. Les assouplissements, ce que vous entendez assouplissement, c'est pour étirer les tissus conjonctifs, donc tendons, qu'est-ce que je dois dire ? Ouais, tout ce qui est musculaire. Voilà. Les tendons, les articulations. Donc ça se fait généralement à froid dans la théorie. C'est voilà, les danseuses, les gymnastes, ils font ça le matin à froid parce que c'est horrible, mais en gros c'est pour vraiment, avec le muscle froid, pour vraiment attaquer directement les articulations. Et du coup, étirement, c'est les étirements des muscles, mais c'est aussi les étirements des tendons, etc. Donc en fait, étirement, ça englobe tout. Ça englobe tout. Donc ça, c'est voilà. Je sais pas si j'ai répondu, mais je pense que c'est ça. Oui, c'est très bien. Mais du coup, en parlant d'étirement comme ça, quand tu regardes aujourd'hui, tu tapes sur YouTube étirement, par exemple, pour quelqu'un qui est raide des ischios, étirement ischio, et tu vas avoir 800 millions d'étirements pour les mêmes groupes musculaires. Est-ce que tu as une méthode pour sélectionner les étirements qui vont convenir à quelqu'un et comment les mettre en place ensuite dans une séance? Alors ces principes, ils sont pas de moi, hein. C'est Juji Moufou qui dit ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Lui, il a sa méthode pour sélectionner un étirement. Le premier, c'est il faut que l'étirement, le mouvement, il ressemble à la position, au mouvement final. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si tu veux faire du split, tu voilà. En gros, si je veux faire par exemple un standing split, je mettrai des vidéos, j'insérerai comme ça les gens les verront. Donc c'est me tenir debout, avoir les gens qui partent sur le côté comme Jean-Claude Van Damme. Il faut que j'essaye d'avoir une position qui émule ça. C'est-à-dire que par exemple, si je me mets assis par terre en pancake stretch, j'y suis pas en fait parce que ça ressemble pas au mouvement. Il faut que mon buste il soit au-dessus.
Pareil, si vous voulez tirer votre mobilité de hanche pour le squat, il faut que l'étirement, ça peut être un frog. En gros, il faut que ça ressemble à la position finale. D'accord. Il ne faut pas être complètement à côté de la plaque, généralement, c'est ça qui manque. Le deuxième, c'est il faut que ça crée, qu'il y ait une création de tension et du mouvement, si possible. Alors, tension et mouvement, ça ne veut pas dire que visuellement le mouvement bouge. Par exemple, quand je vais reprendre mon exemple du split, vous faites un split entre deux chaises ou au sol, il n'y a pas de mouvement, pourtant il y a quand même de la tension parce que vous résistez contre le sol. Ouais. Donc là, c'est la deuxième chose. Donc, un mouvement qui imite la position, création de tension. Le troisième, c'est utiliser au maximum des objets ou une structure extérieure. Parce que moi, c'est ce qui m'a bloqué toute ma vie pour mes étirements, c'est qu'on a dans l'esprit, on se dit, bon, bah, une bonne salle pour s'étirer, c'est un endroit complètement vide. Avec un tapis. Et un tapis, il n'y a rien, et la salle, en gros, un peu les classes de yoga. Alors qu'en réalité, avoir une barre, avoir des objets, avoir un mur, avoir un fend-brelat, etc., c'est le mieux parce que vous allez créer une résistance en vous accrochant à l'objet ou en mettant un poids extérieur. De toute façon, moi, ce que je dis à chaque fois, ceux qui me demandent comment je fais pour améliorer mon overhead squat, je leur réponds fais de l'overhead squat. Oui, voilà. Donc, au début, tu commences avec une très petite amplitude et tu descends de plus en plus sans compenser avec le fait de partir sur l'intérieur du pied, sans compenser en fléchissant les bras ou autres. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'était quoi, brute strength? Ouais. 1000 reps, c'est en fait si tu fais 1000 reps d'overhead squat et qu'au départ tu sais pas en faire, à la fin tu sais faire un overhead squat. Et tu peux faire tous les étirements du monde, celui qui va le mieux marcher pour que tu progresses en overhead squat, c'est faire de l'overhead squat non seulement fréquemment, en faire beaucoup et en faire avec de la charge parce que plus tu as de charge, plus ça t'étire. Oui, on va y revenir après justement, mais vous voyez là, ce qu'a dit Louis là sur le overhead squat, ça reprend déjà les principes, ça ressemble à la position finale. Il y a création de tension. Et on utilise on utilise un objet extérieur. Aussi, autre point, le mouvement il doit être contrôlé. Oui, on parlait de contrôle tout à l'heure, donc vous devez avoir un minimum de force et de coordination pour faire le mouvement. Donc l'image... Tu dois en voir en cours, pareil, je reprends l'exemple de l'overhead squat qui descendent et dès qu'ils arrivent à la parallèle, ils se lâchent un petit peu et repartent en cours en avant pour attraper la barre parce qu'ils ont perdu la position. Voilà. En gros, c'est le meilleur moyen pour se blesser, c'est de ne pas contrôler les positions. Donc c'est pour ça qu'on parlait de mobilité. La mobilité, c'est entre guillemets le fait d'entrer et sortir d'une position, c'est plus important que de savoir la maintenir, même s'il faut savoir faire les deux. Donc il y a cette notion de contrôle. Et du coup, quand vous voyez par exemple une personne, ça c'est les images qu'on voit, je l'ai fait aussi, hein. Je n'écris pas c'est une connerie, mais c'est quand on démarre, on est en butterfly, quand on s'assoit en butterfly, les pieds croisés, et qu'il y a un mec qui nous monte dessus pour nous assouplir. Ça je l'ai fait quand j'ai démarré le break, j'avais 16 ans, je me suis dit il faut que je devienne souple, allez vas-y, j'ai dit à mon pote Karim, monte-moi dessus là. Ça c'est le meilleur moyen pour se baisser parce qu'il n'y a aucun contrôle. Alors il y a une charge externe, vous allez dire ouais mais il y a une charge externe, mais c'était beaucoup trop gros pour démarrer. Il y a aussi une adaptation à la charge et au volume de travail. Donc contrôler l'utilisation de la tension et du mouvement, ça doit ressembler à la position. Et enfin le dernier, parce que je l'ai oublié le dernier. Ouais alors, maintenant j'ai 16 ans, je l'ai dit en fait. Qui utilise une structure. Donc je résume, je me répète un peu beaucoup, mais en gros... Non mais c'est bien, il y a plein d'infos comme ça, ça permet de revenir dessus. Le mouvement doit ressembler à la position finale. Le mouvement doit être contrôlé. Le mouvement doit, si possible, faire usage d'un objet ou d'une structure extérieure. Et il doit y avoir de la tension. Donc en gros, c'est comme ça que je sélectionne les exercices maintenant. Et c'est Juji Mufu, j'ai appris ça dans son bouquin. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on l'a vu juste avec l'overhead squat, ça remplit tous les critères. T'as le docteur Quinn Enoch, qui est un mec qui bosse avec la team Juggernaut en haltérophilie. Lui dit que pour les étirements, ça se recoupe un petit peu avec ce que tu dis, ça va être le temps sous tension fois la charge appliquée à chaque étirement. Donc le temps sous tension, c'est le nombre de fois que tu le fais, c'est le volume total de travail. Et ensuite, comme tu dis, les contraintes extérieures, ajouter du poids ou autre. Pareil, faire du pause squat, ça va améliorer votre profondeur en squat. Il y a une... comment dire, moi encore une fois, je me suis beaucoup trompé sur les étirements. J'ai passé énormément de temps, je le fais encore, à faire des étirements statiques, passifs, chez moi, à plat. Et depuis que j'ai rajouté une charge externe, je sens la différence. Et aussi, c'est pas une confusion, mais ça existe les étirements actifs et passifs. En gros, passif, il n'y a pas de contraction. Et actif, vous contractez les muscles antagonistes ou le muscle en question pour inhiber le réflexe myotatique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le réflexe myotatique, en gros, c'est ce qui vous empêche, c'est ce qui empêche votre corps de se déchirer. C'est votre corps qui bloque, c'est une sécurité que votre corps met en place. Et le fait de contracter, ça l'inhibe en partie.
Mais quand on y réfléchit bien, comme du contracté relâché. Contracté relâché. Pourquoi faire semblant qu'il y a de la tension? Par exemple, pourquoi prendre une barre sur son dos en squat à vide et faire semblant que c'est lourd en contractant très fort les fesses? Ou un overhead squat, pareil, faire semblant, se mettre avec un bâton, forcer, imaginer qu'il y a une charge, alors que vous pouvez mettre une charge plus élevée et du coup là il n'y aura pas besoin de contracter, vous allez le faire automatiquement. Mettre lourd, si tu mets 40 kg sur un overhead squat, ça va largement t'étirer. Donc moi j'appelle ça le strong stretching, c'est-à-dire le contrôle avec une charge externe et je vous garantis que ça en tout cas tu parles de Jujimufu depuis tout à l'heure, lui apparemment ça marche bien, c'est le mec qu'on voit à chaque fois faire des splits avec une barre overhead en permanence. Mais je crois qu'il respecte ses principes, il a fou. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est bon là-dessus? Ouais, c'est bon là-dessus, ouais. T'as un moment pour travailler ta flexibilité qui est meilleure, avant, après l'entraînement, le soir, après une douche chaude, n'importe quand? Alors le bon moment pour entraîner votre flexibilité, c'est le même meilleur moment que pour travailler votre haltéro déjà, ou votre gym, c'est-à-dire un moment où vous êtes présent spirituellement, j'allais dire, mais en tout cas présent mentalement il faut se donner et physiquement. Et voilà, et en fait, c'est un entraînement à part entière. Je pense qu'il y a aussi pareil une confusion là-dessus. Les gens ils pensent que l'étirement c'est de l'accessoire, que c'est pas vraiment un entraînement à part entière, que ça se fait pour récupérer et que ça se fait pour éviter les blessures. Alors que en gymnastique, c'est complètement différencié. C'est une partie de l'entraînement. C'est une partie de l'entraînement. Moi, dans ma semaine, j'ai des entraînements où je travaille mes figures, etc. Et j'ai 3 fois par semaine ou 4 fois un entraînement de flexibilité qui me prend 1 heure avec pareil un échauffement général et spécifique. Une montée en gamme en termes d'intensité, les grosses séries qui me font très mal, et puis une redescente. Donc, je sais plus du coup, c'était quoi la question? Est-ce qu'il y a un bon moment? Donc déjà, c'est quand vous y êtes prêt, quand vous avez envie de la travailler. Si vous la bossez à 21h après votre journée de boulot, et que vous voulez vraiment avoir des résultats, là déjà c'est plus compliqué. Et encore une fois, moi je le fais. Je m'étire tous les soirs quasiment. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je différencie l'intensité. J'ai des séances qui sont légères, faciles, et j'ai des séances qui sont plus intensives, comme en haltéro en fait. Donc après tu parlais des étirements avant ou après l'entraînement. Ouais, justement, moi je sais pas si c'est bien, mais mes haltéros, surtout ceux qui sont très raides, qui ont du mal à atteindre les positions nécessaires à la pratique de l'haltéro, je leur fais faire un peu d'étirement passif avant la séance pour leur permettre d'aller en squat complet. Je sais que ça va, ils vont avoir un peu moins d'élasticité musculaire, peut-être un petit peu moins de tonus, peut-être un peu moins de pêche en gros sur l'entraînement, mais je préfère qu'ils soient un tout petit peu moins forts mais qu'ils atteignent les positions. Et après, dès que la personne a un niveau suffisant, on va dire en mobilité, je préfère lui faire de l'automassage, faire des étirements balistiques ou dynamiques, mais je fais faire un peu de statique aux personnes qui sont très raides avant les séances. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, le balistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est fait par exemple de faire ça. Mettre des coups de pied, etc. Ça permet en gros de pas enlever les réflexes motatiques, donc la contraction, mais en même temps de garder gagner un peu en amplitude. Alors bah, moi je pense, je suis entièrement d'accord avec toi. Les gens, on veut qu'ils deviennent souples, mais le premier truc qu'on leur dit, c'est ouais, bah, tu t'étires pas avant l'entraînement. Et on leur dit pas quand s'étirer. Ne pas s'étirer avant l'entraînement, en fait, ça dépend du profil, ça dépend du sport et ça dépend des muscles qu'on étire. C'est sûr que si vous allez. Encore une fois, il faut regarder le mouvement. Oui, j'imagine que poignets et chevilles, tu peux les étirer comme tu veux, tu n'auras pas besoin de. Si par exemple, vous voulez, comme Louis disait, vous avez du mal à ramasser votre barre pour faire un soulevé de terre. Mais en fait, la priorité, ce serait peut-être d'étirer vos ischios. Certes, vos ischios ils vont être mobilisés pendant le mouvement, mais étirer vos ischios, ça va permettre d'avoir un mouvement complet. On peut peut-être perdre en forme, en fait, perdre en force, entre perdre un peu de force et savoir faire le mouvement, je veux dire, en fait, il n'y a même pas de débat quelque part. Dans tous les cas, si tu sais pas faire le mouvement, on s'en fout. Il n'y a même pas de débat. Donc, déjà, tu pratiques derrière. Étirer le muscle, et puis après, le fait d'étirer un muscle antagoniste au mouvement qu'on va faire, ça peut laisser de la place pour le cas du bodybuilding, faire grossir les muscles ou permettre un meilleur mouvement. Tu as plein de protocoles de body où on va faire biceps, étirer le triceps de l'autre côté, enfin plus souvent ça va être plus étirer le grand pec et travailler le rotateur externe. Donc comme antagoniste, enfin muscler le protagoniste et étirer l'antagoniste. Je me prends souvent dans ces termes-là. Donc moi je m'étire avant chaque entraînement, il y a beaucoup de gens qui le font. Si je m'étire pas, moi mes mouvements en break ils sont pas la même tronche. Oui, parce que t'es pas souple de base, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Tu te réveilles le matin, t'as du mal à toucher tes pieds. Quoi. Voilà, j'ai besoin de m'échauffer et le fait de gagner en amplitude. Et puis ça pareil, ça fait circuler le sang de s'étirer. Ouais. Donc c'est un échauffement en soi, donc moi j'ai rien contre les étirements avant l'entraînement, au contraire, je pense que même c'est un des meilleurs moments pour le faire. Et il faut juste qu'il y ait un bon choix qui soit fait. Pareil, vous voulez faire je donne un truc à la con. Vous voulez faire un max en pistol squat. C'est sûr qu'il ne faut pas étirer vos quadris. Par contre, quand on fait un pistol squat, si vous voyez bien, il y a une jambe devant qui est tendue. Si vous étirez vos ischios, ça va permettre de relâcher
du coup les chaînes arrière, de lever plus la jambe, donc d'avoir le buste un peu plus droit et peut-être de faire une meilleure performance. Tu peux tirer les chevilles, tu peux ouvrir le niveau thoracique pour être plus droit. Donc les étirements avant entraînement c'est mauvais, c'est une énorme connerie en fait. C'est une énorme connerie. Ça doit être fait en tenant compte de l'activité de la personne, de son niveau, et c'est uniquement ça qui compte. Ok. Et du coup, tu les programmes comment tes séances d'étirement? Parce que là, tu nous as dit quand les faire. Pourquoi pas avant l'entraînement, surtout sur des périodes vraiment propices, entraînement, flexibilité, mais comment est-ce que tu programmes tes séances en tant que tel? Alors, encore une fois, c'est une question de priorité. Si je veux progresser en gym, je mets la gym en premier. Si je veux progresser en haltéro, je mets l'haltéro en premier, pardon. Ben, c'est pareil pour la mobilité. Si vous voulez gagner en mobilité, c'est peut-être pas le bon moment pour faire les squats. C'est-à-dire que si vous voulez gagner en amplitude, il ne faut pas faire des squats lourds le jour d'avant. Peut-être mettre la flexibilité en premier et faire des squats le lendemain. Là, déjà, il y a une notion j'ai les ischios en vrac de mes séances d'hier et avant-hier. Je sais que je ne pourrais pas faire une bonne séance d'étirement aujourd'hui. Louis, là, il est sur un programme de bodybuilding. Lui, sa priorité, là, c'est de gagner en poids pour monter. Tu veux pas monter une KT? Je veux remplir ma KT. Tu veux remplir ta KT? Je suis resté trop longtemps sur une phase où il n'y avait que de l'haltéro. Et l'haltéro, c'est pas le top pour faire de la masse musculaire. Du coup, j'ai perdu un peu en masse musculaire et je me rends compte que je ne peux pas performer à ce poids de corps. Donc, je vais remonter aux 89 kg que j'avais presque atteint l'année dernière. Et donc il est arrivé ce matin, il ressemblait à une canne à pêche. Il est arrivé ce matin, tu regardes, comme ça. Ben c'est sûr que là, s'il veut progresser en étirement, ça va être compliqué. T'es pas le meilleur moment. Voilà, alors moi à l'inverse, je m'en fous d'être très costaud, surtout pour la gym. Et surtout, je m'en fous d'avoir des grosses jambes puissantes. Il faut qu'elles soient un minimum explosives, mais j'ai pas besoin d'avoir de volume. Sinon, ça va même t'handicaper voilà. Ce que tu fais. Donc du coup, en fait, les étirements, ça devient une priorité. Du coup, je le fais avant le squat. Le squat, par exemple, c'est aujourd'hui. J'ai fait une séance d'étirement hier, j'en ai fait une grosse lundi. Donc, c'est sûr que mes squats, ils vont pas être bons. Par contre, ma souplesse, elle s'améliore. Donc, déjà, il y a ça. Prioriser. La deuxième, c'est créer des vraies séances à part entière pour faire ça. Vous pouvez, en gros, faire des séances légères avant et après l'entraînement. Mais vraiment avoir des séances dédiées, c'est ce qui marche le mieux. Tu recommanderais combien par semaine, ça? 3. 3 grosses séances. De toute façon, tu peux le faire partout. 3, et encore une fois, ils vont me dire ouais, mais on doit déjà travailler l'haltéro, on doit déjà travailler la gym, ça fait beaucoup de trucs à travailler. Mais t'es pas obligé de le faire à la salle. Mais je suis pas celui qui a décidé de faire du crossfit, déjà, où il y a énormément de demandes. Parce que c'est vrai qu'au crossfit, vous avez choisi un sport qui requiert un gros nombre de mouvements, un gros nombre de qualités. Donc voilà, il fallait choisir un sport un peu plus spécialiste. Tu peux pas exceller dans chaque. Il faut faire chose. Et du coup, si vous avez choisi de faire ce sport, vous allez être obligé de faire ça. Et encore une fois, il y a aussi une notion, j'ai parlé de priorité. La priorité, c'est aussi de la périodisation. Je vais travailler ma flexibilité pendant 3 mois. Après, je vais ralentir, je vais peut-être passer sur autre chose. Pareil pour toi, là, tu vois, tu vas perdre certainement en amplitude avec ce que tu fais pendant un mois. Oui, je vais faire 4 semaines, 6 semaines. Mais après, tu vas remettre en place des séances de mobilité. Donc, avoir des vraies séances de mobilité avec, comme j'ai dit, un échauffement général et spécifique, une montée en gamme. Parce que c'est pareil, si vous mettez direct dans les amplitudes complètes, c'est sûr que ça va faire mal. Et puis une redescente, quoi. Et des séances d'1 heure, 1 heure et demie. Après, c'est à vous de voir, ça c'est différent du profil de chacun. Peut-être démarrer avec une séance déjà, ou 2 par semaine. Puis après, on voit si on peut être capable de tenir le volume. Oui, parce que si vous faites une vraie séance de mobilité, vous pouvez avoir des bonnes courbatures. Oui, je l'ai fait pendant une période. Quand Klokov est venu et nous a expliqué tous les systèmes de planification russes. Je me suis dit, je vais faire un programme type russe avec énormément de tirages comme il proposait. Et en même temps, essayer de gagner en mobilité sur mes chaînes arrière. C'était une mauvaise idée de vouloir faire les deux à fond en même temps parce que j'ai eu 1 mois et demi de grosses douleurs au niveau sacro-iliaque, donc une dysfonction au niveau de cette articulation parce que je m'étirais trop et je m'entraînais trop dessus en même temps. Ouais, parce que comme tu dis, il faut des périodes. J'aurais pas dû faire cette période où j'essayais à fond de gagner en souplesse, où j'en faisais peut-être 3 fois 1 heure par semaine, et essayer de travailler à fond sur mes chaînes arrière en renforcement comme je faisais. Là, tu étais en surentraînement sur ce groupe musculaire parce que, encore une fois, on a parlé de contrôle. Contrôle et c'est force et coordination. Donc on croit la souplesse, il y a un minimum de force. Si vous descendez en speed, je reprends l'exemple de Jimoufu qui descend sur la chaise, il a énoromment de force dans les adducteurs pour maintenir la position, pour pas que ça lâche. Donc là, Louis, en essayant de faire ça, et forcément, je me rappelle, tu t'es un peu niqué le dos, quoi. Ouais, 1 mois et demi avec la sacro-iliaque qui merdait. Donc heureusement, c'est les massages qui m'ont sauvé ensuite. L'ostéo aussi qu'on a à PowerCamp, mais il a fallu du temps parce que j'ai fait 6 semaines où je m'entraînais trop. Je résume du coup, comme j'aime bien faire ça. Pardon, je dis beaucoup du coup aussi, j'ai un type de langage, donc maintenant ils vont le spotter, c'est bien ça. Dans les commentaires, vous pouvez roast. Prioriser, périodiser
Et puis, brute strength, 1000 reps, faire des vraies séances à part entière avec un échauffement. En fait, t'es un bulgare des étirements, quoi. Pas un bulgare d'étirement, justement, il faut qu'il y ait des jours légers et des jours où on tabasse. Moi, là, par exemple, ce que je fais, j'ai deux types de séances. C'est la séance où moi je travaille mes splits ces derniers temps. Donc, ce que je fais pour mes étirements, pour l'échauffement, c'est que je travaille mes fléchisseurs de hanche un petit peu, je relâche mes ischios, je fais du étirement un adducteur. Et après, j'attaque, je mets dans les positions de split. Les jours où je fais léger, je fais juste l'échauffement en fait. Et tu fais pas de split? Je fais pas les splits. Split, c'est le grand écart, hein, je sais pas si on voilà, split, c'est grand écart. Je fais pas les splits. Toute la partie préparation, je la fais parce que c'est une partie où en gros je ne force pas. Je viens juste retrouver mon amplitude complète. Je fais circuler le sang et c'est un échauffement en fait. Donc, je fais juste ça et ça me permet de m'entretenir et ça permet aussi de récupérer un petit peu. Bah c'est ce que je recommande de plus en plus aux haltéros qui me disent qu'est-ce que je peux faire les jours de récup. Parce que je suis complètement contre le fait de récupérer totalement. C'est contre-productif, si tu veux faire quelque chose, tu viens à la salle, tu prends une barre et tu travailles barre à vide. Tu te fais un petit peu d'arraché debout, un petit peu d'arraché en demi-flexion, un peu d'arraché flexion et en fait ça va te rajouter du volume et du temps passé dans les positions et ça va te permettre de maintenir ta flexibilité et ça va te permettre de récupérer aussi vu que tu vas aller travailler dans ces positions-là, ça va te permettre de faire circuler le sang. Comme tu disais tout à l'heure, essayer d'équilibrer un peu les tissus. Donc je suis contre la récup totale et l'utilisation des étirements ça peut aussi se faire comme moyen de faire des petites séances sur les jours off où tu viens juste pratiquer les positions. Mais les gens ont du mal à venir faire à la salle juste pour les parler. C'est vrai que ça fait sens ce que tu dis. Bon, je vais poser une question, ce sera peut-être l'intro parce que ça va être le truc putaclic. Robin, est-ce que tu pourrais recommander un étirement à faire à tout le monde qui serait l'étirement le meilleur, le plus complet? Extension thoracique. Tout simplement parce que ça va impacter votre performance, mais ça va surtout impacter votre vie. Oui, votre santé. Avoir une bonne posture, ça sert au quotidien, c'est pas juste pour le sport. On a les vidéos, on va pouvoir le faire. Extension thoracique, c'est parce que vous êtes toute la journée comme ça, au travail, et qu'après quand vous vous levez, vous êtes comme ça aussi. Et quand vous faites des overhead squats, vous êtes comme ça, et des front squats comme ça, et des deadlifts comme ça. Donc ça pose un peu de problème, et il faut essayer de contrebalancer en venant ouvrir tout ça. Je pensais pas que Robin allait répondre ça, mais je suis parfaitement d'accord, parce qu'en haltérophilie, c'est la base des mouvements. Si jamais vous voulez faire de l'haltérophilie, si vous allez dans une box et que vous dites apprenez-moi un mouvement, et que le coach n'arrive pas à vous l'apprendre parce que vous êtes comme ça et que vous ne savez pas tenir une barre au-dessus de la tête, en fait c'est juste que vous arrivez dans un club de sprint et que vous dites j'aimerais bien apprendre le sprint mais que vous ne savez pas marcher. Il faut que vous appreniez à marcher de votre côté un minimum avant de vous mettre au sprint. En haltéro c'est pareil, si vous ne savez pas tenir une barre au-dessus de la tête, malheureusement le coach il peut que vous proposer des étirements mais pas une séance à proprement parler d'haltéro. Donc apprenez les positions et après vous passez à la suite. Excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est ça. Donc pareil pour la gym, mobilité thoracique, c'est indépendant. Enfin, c'est avoir pareil, même pour le split, se tenir debout, avoir une belle posture, se tenir bien droit, ça permet de réaliser le split, ça permet d'être bon handstand, ça permet d'avoir une amplitude complète sur le haut du corps et ça vous permet d'avoir une belle posture dans votre vie. Donc étirement thoracique, lesté, je le mettrai dans le podcast. Vous mettez sur un foam roller, vous récupérez une plate de 5-10 kg. Basculer en arrière et avec le poids vous allez venir étirer, gagner en amplitude comme ça. Donc c'est le meilleur étirement. Juste un petit conseil là-dessus, faites attention de ne pas mettre le foam roller trop bas parce que l'ouverture thoracique c'est pas la même chose que l'ouverture entre la charnière lombaire et thoracique. Donc si vous venez cambrer à fond sur le bas du dos, vous n'êtes pas en train d'ouvrir au niveau thoracique. Dans l'idéal vous essayez de garder une contraction au niveau abdominal un minimum, comme ça vous bloquez tout ce qui est vertèbre lombaire, et c'est au-dessus que ça doit venir étirer. Donc comme dit Robin, si vous voulez le faire avec un foam roller, essayez de le mettre relativement haut sur le dos, juste sous les omoplates, en tout cas en bas de la scapula, comme ça vous ouvrez sur cette portion thoracique et pas au niveau de la charnière thoracolombaire. J'ai la chance, je ne suis jamais blessé, ça c'est peut-être parce que je m'entraîne comme un lâche, que je prends jamais de risque, j'en sais rien, ou que je fais pas de soulevé de terre, de squat lourd, ça peut être une des raisons, mais je pense que la principale raison, c'est que j'ai une super mobilité thoracique et que j'en fais presque tous les jours. Et du coup, j'ai un dos qui bouge bien, qui est souple, et ça me permet d'être fort surtout, de gagner en force sur le dos. Enfin, moi, c'est vraiment un que je vous recommande. De toute façon, tu le vois quand tu coaches des WOD, les personnes qui ont une belle posture sont souvent les personnes qui arrivent à tout faire le mieux. Quand quelqu'un arrive dans une box et qu'on voit que sa posture est déjà pourrie,
on sait que ça va être problématique pour 4/5 des mouvements. Même si la personne a un bon schéma moteur, elle va jamais. Même s'il a une bonne coordination, s'il est fort ou autre, une posture qui est pourrie, normalement la posture ça devrait être la base. Si vous faites appel à un coach et que c'est un bon coach, le premier truc qu'il doit regarder, c'est vos appuis et votre posture. Et une fois qu'il s'est rendu compte que vous êtes bien là-dessus, là, vous pouvez partir sur le reste, mettre en place des séances en fonction du sport que vous voulez pratiquer, mais le plus important c'est posture. Et la posture, ça passe le plus souvent au niveau de l'ouverture thoracique. Après, il faut regarder au niveau du bassin aussi, c'est important. Mais au niveau thoracique, c'est la base de la base, surtout pour des sports comme la gym et l'haltéro. Vous pouvez investir chez vous, moi je vous recommande de faire ça. Il faut avoir si vous voulez devenir bon et souple, il faut avoir un peu de matériel chez vous. Ça coûte pas très cher, vous achetez un foam roller, c'est entre 10 et 20 euros. Vous achetez une plate de 5 ou 10, c'est pareil, ça doit être juste un peu pas, 20, 25, ouais, voilà, ou un pack d'eau. Vous la mettez chez vous, vous faites ça tous les matins ou tous les soirs pendant 10 minutes. Alors vous faites, on parlait de comment programmer la flexibilité tout à l'heure, j'ai oublié de dire ça. Il faut, comme pour des séries squats, il faut qu'il y ait de la récup. Ouais. 1 minute à intensité, 4 minutes de récup par exemple. Pour laisser le temps à vos tissus, etc., au système nerveux de s'adapter, en fait, qu'il y ait une réponse de votre part. Donc là, vous pouvez faire 1 minute en étirement thoracique. Vous vous levez, vous allez faire la vaisselle, vous continuez à cuisiner, vous mettez un chrono, ça sonne, 1 minute, vous faites ça 10 fois. Vous faites ça tous les jours, vous aurez cuisiné vos plats, vous aurez fait votre meal prep, vous rangez l'appartement et vous aurez un torse bombé comme ça. Voilà, ça c'est mon. Mais de toute façon, on voit beaucoup de personnes âgées qui ont une posture tout rabougrie. De toute façon, c'est la caricature de Quasimodo. Hein. Ouais. Je vais faire une vidéo en haltéro qui sera en gros un tuto sur l'épaulé, donc le clean. Et la problématique de la vidéo, ce sera je perds mes barres devant à l'épaulé. Je réceptionne soit en position Quasimodo, soit je la perds devant. Et j'aimerais bien tourner la vidéo avec en gros en 3 parties. La première partie, ce serait sur la mobilité, justement, principalement sur la mobilité en squat et l'ouverture thoracique. La deuxième vidéo, ce sera sur comment renforcer cette extension thoracique, parce que vous pouvez la maintenir par exemple avec une barre de 20 kg en front squat, mais quand vous arrivez sur une charge très lourde, ça devient compliqué à maintenir, donc ce sera comment la maintenir avec de la charge, donc travailler sur les extenseurs thoraciques qui sont le carapace que vous avez dans le dos pour vous permettre d'ouvrir. Et la dernière vidéo, ce sera sur la coordination, donc là c'est plus propre à l'haltéro, mais quand tu fais un épaulé, tu dois non seulement atteindre cette position ouverte de front squat, mais tu dois l'atteindre vite et être réactif avec une barre qui te retombe dessus. Donc la troisième vidéo, ce sera la coordination sur le mouvement. C'est une qualité physique hyper importante, en fait, le contrôle, là, avec tout ce qu'on dit depuis le début, c'est vraiment ça. Force, coordination, mobilité, ça vous permet de contrôler vos gestes et du coup de performer. Ouais. On est bon là-dessus ? Ouais. J'ai une liste de questions à te poser, des questions plutôt basiques. Des questions bateau et des trucs qu'on nous dit souvent. Voilà, des trucs qu'on nous dit souvent à propos de la mobilité, donc plus à Robin qu'à moi, même si moi on me pose beaucoup de questions, parce qu'il y a plein de personnes qui sont frustrées d'avoir leur haltérophilie qui est hyper ralentie par leur manque de mobilité. Donc je vais poser les questions et tu nous réponds ça marche. Avec ce que tu leur dirais. Est-ce que je suis trop vieux pour devenir souple ? Alors, ça dépend de votre passé. Ça dépend de votre âge. Ça dépend déjà de votre âge et puis ça dépend surtout de votre passé sportif. Si vous avez été sédentaire pendant 35 ans et que vous vous mettez, oui, ça va être un peu plus dur. Par contre, si. Plus dur ou ça va être faisable quand même ? C'est quand même faisable. Je vais y venir, c'est quand même faisable. On peut toujours devenir souple. Et puis après, ça dépend aussi quel niveau de performance vous voulez atteindre. Si vous voulez avoir un grand écart facial ou si vous voulez être capable de faire un overhead squat. Un grand écart facial, c'est quand même c'est un mouvement à part entière. Oui, en fait. C'est comme dire, est-ce que je peux faire un snatch à 140 voilà. Si je me mets à l'haltéro à 35 ans ? Il y a peut-être certaines personnes qui vont réussir à le faire, mais c'est le 1 pour 1000 des personnes qui se mettent. Par contre, avoir la mobilité qu'on vous demande en crossfit, je pense que c'est atteignable à presque n'importe quel âge. C'est quoi les mouvements les plus durs à avoir en crossfit ? Overhead squat. Pour moi, si quelqu'un vient en crossfit, le meilleur test, overhead squat ? Le meilleur test de mobilité. Bon, il y a overhead squat prise clean aussi qui est un peu plus compliqué. Ouais. Plus prescrit, mais bon, c'est pas commun, on va dire. Mais ouais, s'il y a un mouvement, vous voulez. Je trouve que c'est le meilleur exercice de mobilité. Je vous ai parlé d'exercice d'étirement, un peu plus tout à l'heure, enfin avant. Mais un mouvement dynamique, overhead squat. Vous faites overhead squat et ouverture thoracique, pour moi, vous avez déjà une bonne base de travail. Overhead squat, tu vas avoir les chevilles, les hanches. Vous avez déjà une bonne base de travail. Tu vas avoir l'ouverture thoracique, justement, les épaules. Donc du coup, non, c'est possible. Et si vous avez eu un passé sportif, c'est-à-dire que vos tissus. Ils sont quand même capables de s'adapter, il y a une réponse déjà à l'entraînement, ils sont habitués à ça, donc vous pouvez progresser. Je pense que généralement c'est parce que vous manquez de travail sur cette qualité physique. Donc oui, c'est possible, même quand on est vieux de devenir souple, c'est pas une excuse. Et qu'est-ce que tu réponds si on dit moi je suis hyper raide de base, donc je peux pas devenir souple, je suis limité par ma génétique ? Alors ça, pour moi c'est pareil, la génétique,
Dans mon expérience, de ce que j'ai vu, ce que j'ai vu sur les autres ou sur moi, la génétique influe pas tant que ça la flexibilité. Encore une fois, c'est si on veut atteindre les mouvements, si on veut être contorsionniste, oui. Mais pour avoir un bon écart, etc., pour moi, c'est accessible à tout le monde. Oui, je t'ai vu démarrer plus raide que beaucoup de gens. Beaucoup de gens, et aujourd'hui, ta flexibilité, elle est très décente. J'arrive à faire du squat jerk. Voilà, ce qui te manque un peu, c'est le thoracique, mais encore un petit peu, et encore que même pas. Ah si, c'est toujours ce qui manque. Voilà, mais Louis, il a démarré, il savait pas toucher ses pieds. Aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, tout court, aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, toujours pas, mais il y a 3 jours, j'y arrivais. La génétique, l'âge, c'est des excuses en fait. Bah après, c'est sûr qu'il y a des personnes, ils n'ont jamais fait d'étirement de leur vie, ils viennent, ils sont hyper mobiles. Mais souvent, ces personnes-là, ils vont avoir le problème inverse. C'est une question qu'on peut aussi, est-ce qu'on peut devenir trop souple? Nous, en haltérophilie, j'ai des personnes qui sont trop souples, et le problème, c'est que trop de souplesse, ça empêche justement d'avoir du contrôle, et ça empêche d'avoir de la stabilité. J'ai des personnes qui sont hyper laxes au niveau des coudes, des épaules, des hanches, des genoux, quoi que ce soit. Ça pose problème sur les mouvements ils ont plus de mal à devenir forts en gros. Mais ils sont comme ça de base plutôt. Ils sont comme ça de base, voilà. Plus hyper lax de base. Voilà. L'hyperlaxité et toi par exemple, si tu faisais de l'haltéro, je serais obligé de te programmer beaucoup de renforcement biceps par exemple, pour éviter que ça se luxe tout le monde, tout le monde. Si vous avez déjà regardé les accidents qui arrivent en haltéro, ce qui arrive le plus souvent, c'est une luxation du coude. C'est très moche à regarder, et en plus ça peut faire énormément de dégâts, parce que ça peut être juste une luxation où le coude sort de l'articulation, mais le plus souvent il y a une lésion sur tout ce qui est autour, les ligaments, les tendons, et ça devient beaucoup plus problématique. Donc en haltéro, si vous avez cette hyperextension du coude, moi j'en ai un peu plus que l'autre, il faut bosser du biceps pour venir protéger. Il y a des personnes qui sont hyper laxes des épaules, et bon, c'est plus souvent le problème inverse, mais ils sont obligés de bosser les pecs à fond pour avoir l'épaule qui vient se bloquer un petit peu. C'est pareil au niveau Mais du coup ils sont pas trop souples, ils sont pas assez forts alors. Peut-être. Ils sont pas assez forts, ils sont pas assez forts. Après, il faut aussi tonifier le muscle, donc même s'il est fort, il faut essayer de le raidir un petit peu pour réussir à maintenir la capsule. Surtout au niveau de l'épaule, qui est une articulation qui est très peu maintenue au niveau structurel par les ligaments. Et ce qui permet le maintien de l'épaule dans la capsule, c'est uniquement toute la coiffe des rotateurs, subscapulaire, petit rond, tous les muscles supra- et infraépineux. Donc si ces muscles-là ils sont un petit peu relâchés, il y a la tête humérale qui va se balader dans l'articulation parce qu'elle n'est pas maintenue. Donc on est obligé de bouffer du renfort pour éviter les blessures. Après, comme tu as dit, ma question c'était est-ce que je peux devenir trop souple? Toi, pour toi, on est trop souple de base, enfin hyper laxe, mais on ne peut pas devenir trop souple. En fait, pour moi, c'est un syndrome assez connu, que j'appelle, enfin c'est pas un syndrome assez connu. Pareil, je suis pas au-dessus de vous, j'ai déjà eu ce genre de réponse. En fait, c'est la peur de trop en faire avant d'avoir démarré. Oui, c'est comme les mecs qui débarquent à la salle et disent moi je veux pas devenir trop musclé. Les filles qui disent je veux pas trop muscler des cuisses, mais en fait ça n'arrivera pas. Tu vas le voir venir déjà. En fait ça tu vas le voir venir, et puis surtout c'est dur. Les gens que tu vois que tu vois dans les vidéos, ils sont déjà à un niveau extrême, ils ont peut-être 10 ans, 15 ans d'expérience. Donc t'inquiète pas, ça va pas arriver. En l'occurrence, Schwarzenegger, 15 ans d'expérience chimique. Ouais, voilà. C'est comme les si, je sais pas, ça vient pas à l'idée des gens en fait de venir, par exemple, quand tu parlais de l'athlète tout à l'heure, de venir à un cours d'athlète pour apprendre le sprint et dire je veux surtout pas aller en dessous des 10 secondes. En fait, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas en fait. Tu n'y arriveras pas. Il y a très peu de chances que tu y arrives en travaillant beaucoup. Donc devenir trop souple, pour moi, c'est un peu encore une fois, c'est un peu une excuse de merde, je trouve. Oui, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont trop laxes et donc du coup il faut les renforcer. Mais généralement, les gens qui posent la question de est-ce que je peux pas devenir trop souple, sont raides comme des piquets. En fait, ils n'ont pas encore démarré. Donc moi, je pense que les gens qui posent cette question devraient regarder est-ce qu'ils sont assez souples. Et il y en a qui peuvent finir les mouvements. C'est une question que personne ne se pose. Moi, je l'ai déjà eu en haltéro. Est-ce que je peux être trop souple et du coup, j'arriverai pas bien être fort, réactif en bas ou autre? C'est une question qu'on m'a souvent posée quand même. Je préfère en fait essayer de devenir fort dans l'amplitude complète plutôt que de réduire mon amplitude. Ouais. Pour être plus performant. Je préfère le prendre dans ce sens-là. Je sais que par exemple les powerlifters ils font complètement l'inverse, justement ils essayent de réduire l'amplitude pour valider les mouvements. Et du coup, ce qui fait qu'ils ont des squats très fermés. C'est de tricher, tu veux dire. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais ils optimisent leur sport dans ce sens-là. Alors que l'haltéro, c'est tout l'inverse, on s'en fout. Il n'y a pas de mec trop souple en haltéro. Bah justement, en haltéro, plus t'es souple et plus tu vas chercher la barre basse qu'au sol, moins t'as besoin de la tirer. Après, qu'au sol, faut faire attention si le cul touche le sol, si t'es trop souple et tu te prends un troisième appui et donc la barre est invalidée. Mais
Oui. Ah bah c'est pareil, ça arrive très très rarement. Ça arrive très très rarement. Faut avoir vous n'arriverez pas à faire un troisième appui en compète. Voilà. Les haltéros, c'est quand même, ça fait 4-5 ans que je regarde beaucoup d'haltéros. C'est quand même des athlètes extrêmement mobiles, extrêmement souples et pourtant forts. On a eu Klokov qui nous a fait 6 heures de séminaire. Et après 6 heures de séminaire, je lui ai posé une question sur la mobilité. Il s'est levé, à froid, il nous a fait un split. Ouais, un split, ouais, sur le côté. Split facial. Ouais, non, alors facial, c'est. C'est comme ça. Voilà, et. J'espère qu'on l'a entendu le crack. C'était ma hanche. Et du coup, ouais, donc pour moi, c'est un peu des conneries encore ça. Voilà. Faut être souple, tu peux pas être. Enfin, si t'es extrêmement souple, faut juste compenser avec un minimum de force. Pour moi, c'est mon opinion. Après, je sais que toi, t'en as une un petit peu différente. Je comprends parce qu'en plus, toi, t'es confronté à des cas comme ça. Mais des hyperlaxes, à qui à la salle? Pauline, t'es très laxe? Encore que c'est surtout Amandine. Amandine. C'est Amandine la plus. Oui, Amandine elle est hyper laxe. Oui, je sais, je vais faire des saltos. C'est ce qui pose problème en haltéro justement sur les réceptions. T'as pas de maintien, la barre qui est trop derrière ou trop devant, l'épaule elle accompagne, elle a pas de blocage. Du coup, elle peut devenir forte. Jonas. Ouais, Jonas, il y a des problèmes sur les muscle-up parce qu'il avait le poignet qui passait pas, il avait le poignet qui était plus. Sa main était là en fait sur les muscle-up donc ça venait pas passer. Il y en a quelques-uns. Et c'est pas la majorité, on a quoi? On a 230 personnes. Après, ici, il y en a 2 quoi. C'est plus souvent les filles, donc est-ce que les filles sont naturellement plus souples que les garçons? C'est aussi une question qu'on a. Alors, les filles sont un peu plus souples que les garçons déjà généralement parce que dans leur passé sportif, elles ont eu des activités où on leur demandait des amplitudes. Elles font plus souvent de la danse, de la gym. Ouais. Il y a ça. Il y a aussi la forme de leur bassin. Elles ont un bassin plus large, donc forcément pour tout ce qui est ouverture de hanche, c'est plus facile. Et elles ont les épaules plus restreintes, donc tout ce qui est dislocation d'épaule, c'est pareil, elles sont avantagées. Après, il y a des filles qui sont très très raides aussi, si elles n'ont jamais entraîné la flexibilité, la mobilité, on en a quelques-unes ici. Elles sont même en scène que les garçons, si vous voulez. C'est juste que généralement, les filles, elles ont. Déjà, et puis aussi pareil, les garçons sont plus musclés. Oui, donc il y a plus de tissu à étirer, forcément. Mais rappelez-vous qu'on a parlé du contrôle. Le contrôle, c'est force et coordination dans les étirements, donc il faut être capable de contrôler. Donc avoir du muscle, être fort, ça vous permettra peut-être de tenir par exemple faire un middle split. Encore une fois, on a parlé 10 000 fois de ce middle split. Vaut mieux avoir un peu de viande entre les jambes pour les maintenir. Sinon ça pète. Donc oui, ils sont un peu plus souples, mais. Après, je sais aussi qu'au niveau, pas forcément mobilité en tant que tel, mais au niveau laxité articulaire, le fait d'avoir plus d'oestrogène, donc souvent les filles, ça peut augmenter une hyperlaxité. Je me demandais si tu allais en parler, parce que ça, j'ai pas du tout recherché là. L'inverse, c'est pas vrai, c'est pas parce que tu es hyperlaxe que tu as plus d'oestrogène, mais souvent avoir plus d'oestrogène, ça entraîne plus de laxité au niveau articulaire. Parce que ça agit sur les tissus. Ouais, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que c'est l'une des choses qui explique aussi que voulu le dire, les femmes étaient plus souvent plus souples que les hommes aussi. Ok. Moi, je vais poser une question qu'on me pose aussi et que je vais te poser aujourd'hui parce que c'est mon jour de récup et que j'ai mal partout. Est-ce que je peux m'étirer sur des courbatures? Alors, la personne qui pose cette question, il y a deux raisons principales. C'est déjà pour un motif de sécurité. Est-ce que je vais pas me blesser si je m'étire sur des courbatures? Donc si c'est fait correctement, qu'il y a un échauffement encore une fois, que c'est amené progressivement. Pas tiré comme un débile. Il n'y a pas de raison que ça fasse mal, au contraire. Ça peut aider si c'est bien fait. Hein. Parce que quand vous avez fait de la musculation, vous avez déchiré les fibres. Oui, et le fait de s'étirer, ça permet de rééquilibrer les leviers osseux. Par contre, si vous étirez trop, ça augmente les déchirures. Voilà, ça augmente les déchirures et ça empêche le sang de circuler, donc les déchets ne s'évacuent pas et les nutriments n'arrivent pas non plus. Ouais. Donc oui, ça peut être fait si c'est pour un motif de sécurité, si c'est bien fait. Et la deuxième raison pour laquelle la personne demande ça, c'est si elle veut progresser justement en mobilité. Et là, je dirais que c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de progresser en ces moments-là, parce que c'est comme si vous avez fait des squats lundi, vous avez les jambes complètement toastées, vous voulez faire des max soulevés de terre le lendemain, c'est pas le meilleur moment, il faut attendre de récupérer et de surcompenser. Donc si c'est pour... Oui, tu le recommanderais, mais plus, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est plus une séance de récup étirement qu'une séance vraiment où tu vas entraîner ta mobilité. Voilà, si c'est pour performer, c'est pas le bon moment, si c'est pour récupérer Oui, les étirements, ils vont être plus au service de la récupération que de l'assouplissement. Ouais, voilà. Alors, on n'a pas parlé du tout, parce qu'on a parlé des étirements avant les séances. Qu'est-ce que tu penses des étirements après les séances? Est-ce qu'il faut s'étirer après les séances? Parce qu'on sait que par exemple, après avoir fait de l'hypertrophie myofibrile, donc en gros, pour résumer, entre 5 et 8 reps par exemple, ou même de l'hypertrophie avec un peu plus de reps, on recommande de ne pas s'étirer après les séances. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est à peu près la même réponse que l'autre, c'est que si c'est pour retrouver une amplitude
normal, votre amplitude de base, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que ça ne doit pas durer. Tu ne vas pas faire 5 minutes par étirement. Voilà, il ne faut pas maintenir la position pendant 1:30 de manière passive complètement, ou alors de tirer comme un malade, il faut que ce soit léger. Alors c'est arbitraire ce que je dis, hein. Vous devez avoir 10-20 secondes en position. Voilà, moi je dirais entre 15 et 30 secondes max sur les positions. Et puis ce que je recommande comme étirement après la séance, c'est peut-être de faire des muscles que vous n'avez pas travaillé. C'est-à-dire que vous avez fait une séance jambes. Ça revient aussi à moi, c'est ce que je fais en gros, parce que Robin fait la prog crossfit de la salle et ça arrive sur certaines séances qui mettent étirement en fin de séance, 5-10 minutes si l'eau est un peu court. Et très souvent on a bossé les jambes, mais il y en a qui ne comprennent pas pourquoi j'étire pas les jambes, mais j'étire les épaules du coup à fond. Mais c'est justement pour éviter de retaper dessus. Si tu as fait 300 reps en air squat dans la journée, ça sert à rien d'aller faire 5 minutes d'étirement en plus sur les cuisses. Sachant que tu les as déjà étirées en fait. Oui, tu as fait de l'amplitude complète, tu as fait de la répétition. Donc je vais plutôt leur étirer les épaules. Et après j'ai mes petits étirements que je fais faire en fin de séance haltéro. J'écris souvent sur la prog. C'est du retour au calme et c'est un truc que Marc Vouillot, le préparateur de force qui était venu pendant un moment à PowerCamp pour entraîner l'équipe de force, faisait faire après chaque séance avec de la charge sur la colonne vertébrale, en fait, que ce soit du squat, du développé militaire, du deadlift. C'est 3 fois 30 secondes de suspension à la barre fixe. On met des sangles, on se suspend, comme ça ça permet de tout détendre déjà au niveau du haut du corps, ça relâche, ça permet de décompresser au niveau de la colonne. Après un petit conseil, si vous faites ça, relevez les pieds vers vous, donc relevez les pointes de pied vers vous. C'est quoi, c'est position flex ou l'inverse? Ouais, flex. Flex, on ramène les pointes de pied vers soi, comme ça permet de tirer sur les ischions et de pivoter le bassin, parce que sinon on peut se faire des crampes ou des contractures au niveau lombaire si on se relâche complètement. Donc on se suspend, on lève les pointes de pied vers soi et on peut aller tourner un peu sur les côtés, ça va étirer à peu près partout. Et ça rentre dans le mode de vie flexible dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'on peut se mettre une barre chez soi. Et puis dès qu'on passe dans la cuisine, on se suspend une petite minute. C'est ça, à la limite, juste la suspension, ça pourrait être un truc, quand tu as recommandé un seul étirement à tout le monde, ça peut être déjà un super étirement. Il y a des gens qui subissent à fond de suspendre parce qu'ils ne sont pas capables de venir chercher derrière avec les épaules. La suspension, ils sont obligés de rester en contraction, ils sont tellement fermés au niveau thoracique qu'ils vont venir se suspendre est un étirement énorme pour eux déjà. Mais là, on va revenir sur le fait de recommander un étirement. Si j'en recommande un que vous faites avec un qui reprend les principes qu'on avait au début, donc tension, objet externe, contrôle, etc. Vous pouvez utiliser la plate et le foam roller. Par contre, durant toute la journée, il n'y a rien qui vous interdit de faire des squats complets, d'attendre en bas et de vous suspendre à une barre ou à une poutre pour venir décocter la colonne. Et ça va avoir un bénéfice énorme, pas que sur votre performance sportive, encore une fois, mais aussi sur votre santé. Moi, on s'en fout de mon avis sur la mobilité, mais je vais recommander l'étirement que je recommanderais le plus. L'étirement que je recommanderais le plus à quelqu'un, parce que ça m'intéresse, c'est l'haltéro qui m'intéresse, ce serait choper une barre à vide, la prendre au plus large, faire un overhead squat, 10-20 secondes de pause en bas, resserrer un petit peu les mains, 2 cm de chaque côté, faire par exemple 5 reps où à chaque rep on vient resserrer un petit peu, poser la barre, attendre comme tu as dit 3-4 minutes, récupérer, revenir sur la barre, prendre un peu plus large que la prise plus serrée qu'on avait pris au départ, resserrer au fur et à mesure et essayer sur une séance, si on se fait par exemple 4-5 séries avec à chaque fois 3 à 5 répétitions, essayer de finir sur de l'overhead squat quasiment avec sa prise de jerk. Si vous êtes raide en haltéro, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir. Non seulement ça va améliorer votre réception en snatch, en jerk, ça va améliorer votre dip en jerk parce que ça permettra d'ouvrir au niveau thoracique et ça permettra d'améliorer votre réception en clean aussi parce que ça va ouvrir et ça vous permettra d'améliorer votre tirage parce que ça permettra d'être moins fermé et de réussir à avoir une posture plus ouverte sur le tirage. Donc ça améliorera toute votre haltéro de travailler sur ce mouvement qui est l'overhead squat prise serrée. Et encore une fois, la récup est hyper importante. Ouais, j'ai dit 3 à 5 minutes, ça te va? Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour tout ce qui est entraînement un peu, je vais faire une généralité, on va me dire c'est pas vrai. Je trouve que le crossfitter est toujours empressé à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il fait une série. Ah oui, et comme il a l'habitude du volume, on lui demande d'enchaîner et qu'il y a un gros volume de travail à faire dans un temps très court, il a la mentalité de ok, je viens de poser la barre, je fais un aller-retour dans la pièce et puis je la reprends. Pareil pour les étirements, c'est la même chose. Inspirez-vous des haltéros, on est des petits gros de l'entraînement. Voilà. On fait une barre, on s'assied et on discute pendant 3 minutes. Mais c'est surtout parce que tu es sur le système nerveux et quand tu fais des étirements, pareil, tu es sur le nerveux, donc le système nerveux il met du temps à récupérer contrairement à tout ce qui est cardiovasculaire. Ouais. Tiens, petite anecdote, je connais Fred Delavier et il m'a raconté que quand il était au Vader, donc quand il s'entraînait à Paris, qu'il faisait de la force à l'époque, ils avaient installé un coin avec une télé et des canapés juste pour les powerlifters. Parce qu'à l'époque, ils prenaient encore plus de récup que maintenant, mais ils faisaient leur série. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, ils allaient prendre un café,
regarder la télé, se poser sur les canapés et revenaient 10-15 minutes après pour faire leur barre suivante. L'ATP, c'est le substrat qui est utilisé pour la filière anaérobie lactique, donc les efforts de haute intensité très courts. Moins de 10 secondes. Voilà. Et l'ATP, c'est une molécule, c'est quoi sinon? Ouais, mais de toute façon, tu vas dire que il faut du temps pour la reconstituer. Voilà. Je crois que ça met, pour se recharger à 85%, c'est 2 minutes 30, et pour se recharger complètement, c'est 9 minutes. Ouais, et de toute façon, les deux substrats énergétiques qui sont utilisés pour la contraction musculaire sur un effort max, c'est ATP, comme dit Robin, et la créatine phosphate. Et créatine phosphate, je crois que c'est à peu près ça doit être 95%, 97%. Pour que ça soit rechargé à 97%, il faut 7 minutes. Ouais, voilà, donc même si on ne se sent pas essoufflé, on n'a pas mal aux muscles, si on repasse 3 minutes après une barre à 90% sur un squat, on n'est pas à fond quand on repasse. Le corps n'a pas récupéré complètement, même si on ne le sent pas. Je pense qu'on a tout vu, en tout cas pour moi, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, c'est bon pour moi. De toute façon, tu voulais pas annuler. Ah si, on m'a posé des questions sur le mail PowerCamp pour savoir s'il y avait des programmes de flexibilité qui étaient prévus ou autres. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu aimerais te pencher à l'avenir ou est-ce que tu as déjà commencé ou c'est pas un truc que tu veux mettre en place? Alors j'attendais d'avoir les connaissances suffisantes. Je suis en train de m'aguerrir, on va dire. J'ai besoin aussi encore de faire un peu de pratique sur moi. Je vais attendre d'avoir testé... Et sur moi? Ouais, et sur toi. Mais oui, j'ai prévu de faire un espèce de e-book sur la mobilité, ça va venir. Et parce qu'on me le demande souvent, on me dit t'as pas des programmes d'étirement. Moi, ce que j'ai envie avec ce e-book, ce sera pas de vous donner le poisson, mais de vous apprendre à pêcher. Parce que je peux vous donner des listes d'étirements, etc. Mais ça se trouve, votre activité sportive va changer. Vos besoins, ils vont changer. Moi, je vais vous apprendre parce que mon but, c'est de vous apprendre à sélectionner les bons étirements en fonction de la pratique, à le programmer. Comme tu fais là, avec un podcast comme ça. Donc, le but, en gros, ce sera ça. Voilà. Ok. Tu voulais pas annoncer le prochain truc? Je crois que c'était avec Fabien que tu voulais faire. Ouais, alors le prochain podcast, ce sera sur les filières énergétiques. On en a, tu vois, en plus, on en a un petit peu parlé à la fin. Donc les différentes filières, les différents types d'efforts, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est les filières. Parce qu'en CrossFit, on vous demande d'être bon sur des efforts courts. On a parlé d'être bon dans différents sports, sur du cardio, sur de la gym, sur de l'haltéro, mais aussi en fonction des filières, sur des efforts courts, de moyenne durée comme un Fran, et des efforts très longs, comme un Murph. J'espère que vous réalisez à quel point le pari du CrossFit est quand même costaud, quoi. Être bon sur 3 filières, être bon sur 3 types de sports entre guillemets. Plus maintenant avec le plus, donc ça fait beaucoup de choses à travailler, quoi. Et on n'a jamais trop abordé ce sujet-là pour l'instant parce que c'est pas un sujet qui nous fascine, honnêtement, à la base. Mais du coup, on va le faire. Je vais le faire avec Fabien, qui est un de nos stagiaires qui est en DE haltérophilie et qui lui justement est passionné par tout ce travail lactique, etc., les différentes filières. Et je vais proposer de faire un podcast là-dessus, donc on va préparer ça, on va faire ça ensemble. Donc en gros, vous allez avoir un cours que les coachs ont en BPG sont en DE. C'est ça. Où j'espère que vous allez quand même essayer de le rendre plus intéressant. Ouais, le but c'est de vulgariser au maximum tout en gardant le mais pareil, pour que vous puissiez prendre du recul sur votre pratique en CrossFit et comment mettre en place tel type d'entraînement pour tel type de filière énergétique. En fait, le but ce sera de vous dire, vous travaillez sur un WOD qui fait 30 minutes, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est avec ce type d'intensité. Vous faites du fractionné, c'est comme ça qu'il faut travailler. Vous faites un WOD très court, un Fran, c'est comme ça qu'il faut bosser. Comme ça, vous n'avez plus besoin de coach. Voilà. Ça va, voilà. Donc moi, j'ai tout dit. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. Je fais la outro. Vas-y, fais. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires. On les lit les commentaires. On est très très content du suivi qu'on a pour l'instant de la part de nos abonnés. Ça fait vachement plaisir. On a des commentaires très encourageants. Même les mauvais sont constructifs pour l'instant. On n'a pas encore de trolls. Non. S'il y en a qui veulent nous troller, c'est marrant. Moi j'ai. T'attends les trolls. Et c'est moi qui regarde les commentaires en premier. C'est moi qui et puis pareil, si vous avez des idées, etc. On le fera peut-être pas directement, on le fera peut-être jamais d'ailleurs. Ça dépend si ça nous plaît pas, mais non, vos idées elles sont toujours les bienvenues. Voilà. Ah si, juste un dernier petit truc, je peux... Vas-y. J'ai des haltéros qui m'ont demandé en voyant mes stories Instagram pourquoi je m'entraînais pas avec les mêmes exercices qu'eux sur la prog, parce qu'il y a une prog haltérophilie PowerCamp qui est suivie par les athlètes ici et en ligne. Comme j'ai expliqué, c'est parce que je sens que je peux plus performer à ce podcast, donc je suis passé sur 2 hors-saison, j'ai plus d'objectif de compète cette année, mais le cycle d'hypertrophie que j'ai mis en place pour moi, je le mettrai en place normalement à l'approche de l'été, une fois que la saison des compètes sera terminée, donc vous y aurez accès aussi, et vous pourrez faire un peu de viande à l'approche de l'été. Ça marche. Je vous dis à toutes, et puis on se revoit pour le prochain podcast avec Fabien. Le 25, à bientôt. Salut.